Bonjour tout le monde, on se retrouve, enfin nous on s'est pas vraiment quitté jusqu'à là. On est en route pour aller à la boutique de fourmis bio à Toulouse. On a trop hâte de vous montrer ça. Juste avant, on va faire un petit questionnaire à Gabriel en guise d'introduction, juste pour vous montrer à quel point ces fourmis elles sont folles et à quel point l'organisation sociale est incroyable. Le concept, c'est je te pose une question et il faut que tu donnes un chiffre, tu vois. C'est que des chiffres. C'est des questions qui sont normalement que sur les colonies data. Ouais. Il y a des lots, si tu veux, il y a des tartelettes au chocolat à gagner. Ça peut être pas mal. On commence facile. Combien d'ouvrières, genre max? T'as le droit à une fourchette, tu vois. Je veux dire 40 millions. 40 millions? Ouais. T'es dans l'excès, entre 4 et 8 millions. Okay. Mais mec, c'est énorme déjà, ouais. 4 à 8 millions. C'est fat. T'imagines 4 à 8 millions d'euros ce que tu fais avec 4-8 millions? Imagine qu'est-ce que tu fais avec 4-8 millions de fourmis, mec. Ouais. Pas grand chose. En effet, certaines espèces data sont capables de faire des colonies gigantesques. On l'a vu la dernière fois, de manière générale, les reines fourmis peuvent vivre très longtemps, plusieurs dizaines d'années. Les reines ATA ne font pas exception à la règle, bien au contraire. On estime qu'en moyenne, au cours de sa vie, la reine pourrait pondre 150 millions d'œufs. Rien que ça, on comprend pourquoi elle est aussi balèze. Combien de chambres dans un lit? Combien de chambres dans un lit? Je vais dire entre 50 et 250. C'est votre dernier mot? Oui. C'est votre ultime bafouille? Oui, monsieur. 8000 chambres, mec. Oh, ok. Incroyable, 8000 chambres. J'imaginais beaucoup plus de fourmis dans beaucoup moins de chambres. C'est intéressant parce que du coup, d'un point de vue élevage en captivité, ce genre de fourmis est beaucoup plus adapté à être élevé dans des petits espaces, mais ouais. plus multiples. Exactement. Donc en fait... Donc c'est pas terrible ce que tu fais, Gabriel, avec tes gros trucs en fait. J'attendais en fait. Ok, alors, en Amérique tropicale, ouais, les fourmis donc, mangent beaucoup de végétaux. Est-ce que tu sais, une colonie, combien de kilos de végétaux elle bouffe en un an? 200 à 1000 kilos. C'est une large fourchette, mais oui, monsieur de Montvalon, vous avez gagné. C'est 470 kilos de végétaux par an pour une colonie. Ok. Bon, après coup, j'ai refait un peu mes recherches par rapport à ce chiffre et je pense qu'il vaut mieux le prendre avec des pincettes. Je suis notamment tombé sur cette étude qui calcule le taux d'herbivorie d'une population d'Atta colombica, c'est-à-dire le poids de matière végétale consommée en kilos par hectare par an. Les chercheurs trouvent des chiffres environ 7 fois plus faibles que d'autres études. Ils comparent donc leurs résultats aux études semblables et mettent en valeur la variabilité de ces estimations. Certaines études ne s'intéressent qu'à une seule colonie, d'autres le font sur des populations d'une cinquantaine de colonies. La durée des études varie de 8 jours à 15 mois. Selon l'étude dont je vous parle, on aurait tendance à surestimer quand même ce taux d'herbivorie des Atta, surtout à l'échelle de la population. En tout cas, c'est ce qu'il montre dans la forêt du Panama. Après, je pense qu'on peut quand même admettre que de manière générale, en Amérique du Sud, les fourmis Atta ont un impact non négligeable sur les ressources végétales de leur milieu. Donc ces fourmis, elles ont des castes, et elles ont des castes au sein des ouvrières, avec des minors, des médias et des majors. Gabriel, à ton avis, les majors sont combien de fois plus lourds que les lignes? Entre 180 et 250 fois plus lourd. Allez, bonne réponse. C'est vrai? Ouais. Yes 200 fois plus lourd. 200 fois plus lourd. En effet, les majors peuvent être 200 fois plus lourds et avoir une tête 10 fois plus large que leur petite sœur. Encore plus fou, en faisant une analyse morphométrique grâce à des scans de tomographie assistés par ordinateur, une étude de 2021 parue dans la revue The Royal Society montre que la force de découpe des mandibules de majors est encore plus forte que ce que prédit la géométrie des ouvrières. Pour avoir une force de morsure équivalente, juste en augmentant la taille des ouvrières, il faudrait une fourmi 3 fois plus grande que les majors, donc 3 fois plus grande que ça. Ça commencerait à faire vraiment une grosse fourmi. Pour arriver à cette force herculéenne sans être géante, c'est la structure interne et externe de la cage céphalique des majors qui est adaptée pour permettre un énorme accroissement du volume musculaire. En plus de ça, une autre étude de 2002 montre qu'au cours de la vie adulte, une fourmi Atta voit la concentration en zinc dans ses mandibules augmenter. Cette augmentation, elle est corrélée positivement avec la dureté de la mandibule qui augmente elle aussi. Et ça tombe bien, puisque c'est en vieillissant que les ouvrières vont finir par sortir de la colonie pour couper des feuilles. Il semble donc que cette forte concentration de zinc chez les ouvrières expérimentées soit une adaptation évolutive qui leur permet d'avoir des mandibules solides pour la découpe.
Pour faire simple, les majors sont tellement musclés qu'ils ont la force d'une fourmi qui ferait 3 fois leur taille, et les mandibules des ouvrières âgées sont plus concentrées en zinc pour trancher n'importe quelle feuille, comme dans du beurre. Spoiler alerte, ça marche aussi pour couper des doigts. Ok, bah mec, c'est la fin de ce questionnaire. Vous avez été très bon à ce questionnaire, je vous félicite. Gabriel, qu'est-ce qu'on va faire à cette boutique? On va installer du coup un nouveau setup pour les ATA. J'aimerais qu'il soit... Enfin bref, est-ce que je spoil? Ils vont le voir après, non? T'es pas obligé de spoiler, juste ok, nouveau setup. Ouais, installer du coup ce nouveau setup dans cette colonie qui se développe vraiment beaucoup et qui a besoin de place. Donc Ok. on va se l'installer. On va parler d'un champignon, d'un méchant champignon qui attaque notre gentil champignon. Voilà, c'est... Je trouve que c'est hyper bien C'est résumé. bien résumé. Hein. Et voilà, on se retrouve à la boutique. Allez, on se retrouve devant la boutique de Gabriel, donc devant la boutique de Fourmi Bio. On va tout de suite rentrer à l'intérieur et aller voir cette fameuse colonie dont on parle depuis si longtemps. Je voulais faire une Bonjour, ouverture de porte avec une entrée américaine, mais... Un peu raté, monsieur. un peu raté. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'est pas venu pour rien ici. Gabriel, est-ce que tu peux nous montrer le setup des ATA et nous expliquer un peu comment ça va se passer aujourd'hui? Alors le setup il est assez simple. Là pour le moment on a 2 cuves avec le champignon de base qui est ici. Elles ont ramené pas mal de déchets et tout du fait qu'on n'ait pas mis de deuxième cuve, enfin de troisième cuve pardon, pour mettre les déchets et entreposer les restes de champignons morts et les déchets quoi. Donc voilà la taille du champignon. À l'intérieur de cet énorme champignon qui a 1 an et quelques, c'est ça? Ouais. Il y a l'équivalent du setup qu'on a installé chez Tanguy durant la dernière vidéo. Là, il a englobé une cuve en verre en 1 an et quelques, et en plus, il y a le champignon En plus il y a le deuxième champignon. qui a recommencé ici, quoi. On peut voir le deuxième champignon qui est ici. Ça c'était censé être le bac qu'on avait pour mettre toutes les feuilles et apporter toute la nourriture en fait. Et elles ont décidé de se mettre un petit champignon en plein milieu, entremêlé du reste des branches de la végétation. C'est complètement ouf, quoi. Et là ça doit faire quelques mois mais j'ai l'impression de devoir changer de setup à peu près toutes les 3 semaines. Donc ça commence à devenir un peu embêtant. Donc, en gros, si Tanguy, tu vois ça, sois prêt, parce que ça va déménager vénère, quoi. Oh, l'expression de boomer. Ça va déménager ou quoi? Ok, fin de la présentation, il est temps de passer aux choses sérieuses. Hier, j'étais en fait déjà passé à la boutique pour coller une nouvelle cuve en verre. Enfin, pour filmer Gabriel coller une nouvelle cuve en verre. Le plan était de remplacer la cuve du nouveau champignon, on va l'appeler Champi 2, pour qu'il soit dans une nouvelle cuve propre. Spoiler alerte, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'ancienne cuve, qui sera vide du coup, nous servira de nouvel aire de chasse, qui sera reliée à la cuve du champignon numéro 2 par un passage aérien, oui, vous allez voir. Du côté du champi 1 du coup, on n'y touche surtout pas pour laisser aux fourmis leur maison mère si je puis dire, car oui, deuxième spoiler, au cours de ces travaux, les fourmis vont pas être au bout de leur peine. Il sera donc toujours relié à la cuve du champi 2 par un tube, ça bouge pas. Installer tout ça nous a pris 3 jours d'installation / tournage, donc on va résumer ça par un best-of de ces 3 jours, et après, promis, on plonge dans la colonie. Et on va essayer de choper le champignon et de le transverser. Problématique, on n'a qu'un gant pour 4. Est-ce que c'est une bonne idée? Certainement pas. Vas-y, t'as même pas des gants plastiques, genre? Non, on merde un peu. C'est pas pro. Et ça on va devoir le déménager probablement. Yes, super ça. Première victime, première ouvrière qui a mordu et bah, elle a réussi, hein, on peut le dire. Ouais. Bon, ça c'est le début, hein. Ça fait 30 secondes qu'on a commencé. Ouais. Et on a retiré, je sais Une pas, dizaine de fourmis 50 ouvrières même pas. allez, 50. Bon, mais jamais on va... Je pense qu'on va le prendre au fur et à mesure, hein, petit à petit, tu vois. Genre bout par bout. Ouais. Aïe! Comme ça, ils pourront
Même la suie, c'est pas si pratique parce qu'en fait, une fois dans le machin, elles sont complètement accrochées dans le fil. Hop. Voilà. Ce qui est cool, tu vois, c'est que l'épisode 1 va donner vraiment envie à tout le monde d'avoir des fourmis et l'épisode 2, ça va bien les calmer tous. Ouais, de ouf. N'élevez pas des atas. Hop là, qui veut des cookies? Je sais pas comment elles vont réussir à... Que j'ai décidé de finir ça en même temps, j'en ai dans le cou. Oh, pour que vous compreniez à quel point ces fourmis, elles sont capables de nous démonter, écoutez juste le bruit qu'elles font en mordant le gant de Gabriel. J'espère qu'on va entendre. Ok, là je pense qu'on entend clairement. Et regardez l'état du gant. Il y a des majors qui sont immenses. Ouais, mais lui il va me tuer en fait si je le chope là. Potentiellement, mais vas-y, hein, il faut y aller là. Ouais, il va me tuer. Tu vas mourir, mec, s'il arrive à te choper, tu vas... Franchement, pour l'instant, ça fait mal, mais genre, il m'a pas traversé comme toi tout à l'heure. Non, mais c'est abusé. On a été un peu trop optimiste. Le champignon, on voulait le prendre tout d'un coup afin de le poser ici. C'était clairement impossible. Le champignon, il est hyper friable et il y avait plein de branches qui servaient à la structure du champignon. Les fourmis s'en sont servies. Donc en fait, si on voulait enlever les branches, on était obligé de démonter le champignon. Ceci dit, Gabriel, tu m'as dit que... La dernière fois qu'on l'a enlevé, il y a 3 semaines à peu près, elle l'avait reconstruit au bout de quelques jours. Donc en gros, il y avait une petite masse de champignons comme ça. Et on avait pu la remettre dans le premier bac. Et il n'y avait pas eu de soucis. Du coup, normalement, il n'y a pas de problème cette fois-ci non plus. Sachant qu'en plus, on a quand même un beau petit champignon qui va pouvoir repartir ici, quoi. Okay. Elles partent pas de rien, alors qu'à chaque fois quand j'avais enlevé le champignon, elles partaient d'un spore qu'elles ramenaient du camp de base, on va dire. Très bien. Pendant ce temps-là, Simon qui fait l'entretien de 3000 Messor Barbarus. Le régal. Là, c'est le début du grand n'importe quoi. Ouais. Les vis qu'on a là et ces petits arceaux, on va pouvoir mettre du fil de nylon, du fil de pêche en fait, tout simplement. C'est du fil qui est très fin, qui est très glissant, et du coup en fait elles vont pas pouvoir grimper. Pour une fois, il semble que j'ai réellement aidé Gabriel à installer le passage aérien, puisque j'ai pas de rush de l'installation. Pas bien grave, tout s'est bien passé de toute façon, si bien qu'en fin de journée, on décide de laisser les fourmis grimper dessus avant de partir. La première exploratrice! Ça nous permettra de voir si les fourmis pendant la nuit se laissent tomber souvent ou pas, et s'il y a besoin d'un bac de sécurité pour récupérer les fourmis parachutistes. Le lendemain, on retrouve quelques échappées, rien de bien méchant, mais on fait quand même les plans du bac de sécurité qui permettra de récupérer les fourmis qui se laissent tomber. On finit de trier les fourmis qui restaient dans le bac des anciennes branches. Évidemment, on se refait découper un peu les doigts, sinon c'est pas drôle. Je me suis bien fait charcuter le doigt, est-ce qu'on va voir? En fait, c'est des petites coupures. Genre, y a pas grand chose, mais c'est hyper profond, du coup, ça saigne. Ah bah tiens, j'en ai sur le bras. Et finalement, à part le bac de sécu qui à ce moment-là est en cours de fabrication, tout est prêt. Ça y est, l'installation est finie, on est trop content. Ce que vous avez ici, ce sont des Atta Sex Dance, donc c'est pas exactement la même espèce que celle de Tanguy, mais c'est une espèce qui est très proche. Et celle-ci, donc, elle est âgée d'environ 1 an, peut-être un peu plus. Elle n'est pas encore mature, mais vous voyez déjà la taille, comment c'est incroyable. Ça va nous permettre d'observer plein de comportements ultra intéressants en fait. Ces fourmis, en fait, elles peuvent recouvrir un énorme territoire dans la nature. Elles peuvent créer des autoroutes de fourmis gigantesques qui peuvent même aller jusqu'à 200 mètres. Quand je dis autoroute, ce sont donc des pistes chimiques pour aller chercher de la nourriture qui peuvent faire une longueur de 200 mètres. Autant vous dire que là, la petite installation qu'on a fait ici, hop, je peux même jouer avec le focus comme ceci. Autant vous dire qu'avant, elle commençait peut-être à être un peu serrée et là, ça devrait pas leur faire de mal de pouvoir gambader un petit peu. L'installation est faite, on va pouvoir observer plein de comportements trop cool.
On part tout de suite en immersion dans la colonie Data Sex Dance de la boutique Fourmi Bio. Donc hier soir, on a déposé un petit bouquet de Troène pour que les ouvrières puissent aller se nourrir et qu'elles se mettent à rapporter les bouts de feuilles à la colonie. Donc là, vraiment, ce qu'on peut observer, c'est que les premières fourrageuses, elles sont sorties, elles ont marqué en fait une piste chimique sur tout le chemin que je viens de vous décrire et elles ont commencé à couper les feuilles qu'elles ont trouvées dans la cuve qui est derrière moi. Une première chose qui est trop intéressante à observer, c'est qu'en fait, on a certaines ouvrières qui sont spécialisées dans la découpe des feuilles, tandis que d'autres vont attendre que les découpeuses donnent ou bien fassent tomber en fait leurs morceaux de feuilles pour ensuite aller les ramasser et les ramener au nid. Donc en fait là, juste sur le fait de récolter des feuilles, on a déjà une division du travail. Des coupeuses qui coupent et descendent les feuilles au sol, voire sur la piste, et des récolteuses, elles, qui récupèrent ces feuilles et vont les ramener au nid. Encore mieux, on peut parfois assister à la formation de zones de dépôt ou bien de relais. Alors là, je sais pas si on pourra réellement en observer étant donné que le passage il est aérien et que les fourmis peuvent pas trop poser des feuilles sur la corde. On va quand même essayer de regarder un peu plus tard si on peut en observer. Mais dans la nature, en tout cas, les ouvrières, elles vont faire des tas de feuilles intermédiaires sur leur route, en fait, pour pouvoir les rentrer au nid. En fait, ces tas de feuilles qu'elles font sur la route, elles le font même pas exprès de les faire. Pendant la récolte, imaginons, ça arrive assez souvent, qu'il y ait une collision entre deux ouvrières transporteuses, ou bien alors une ouvrière coupeuse qui est moins dégourdie, elle pourrait faire tomber sa feuille, et ensuite retourner au travail et continuer à découper. On se retrouve donc avec une feuille qui reste au sol. Dans ce cas-là, les prochaines ouvrières coupeuses qui vont passer par là, elles vont en fait être incitées à leur tour à déposer des feuilles et ainsi de suite. On a donc en fait par pur hasard la formation d'une zone de dépôt, d'une zone de relais en fait de feuilles qui vont permettre aux fourmis récolteuses d'être plus efficaces et de créer une vraie chaîne de travail. C'est incroyable de se dire que ces mécanismes collectifs, c'est vraiment grâce à des règles très simples qu'ils ont lieu. Si je suis une coupeuse chargée et que je vois une feuille par terre, alors je dépose à mon tour ma feuille dessus. Si je suis une récolteuse et qu'on me donne une feuille ou bien que j'en trouve une par terre, alors je la ramène au nid. En donnant ces règles à beaucoup d'individus et en ajoutant un peu de phénomènes aléatoires, eh bien on a vraiment l'émergence d'un comportement collectif super efficace sans direction hiérarchique ou sans système pyramidal. Si les comportements collectifs ça vous intéresse, j'ai sorti une vidéo dessus il n'y a pas très longtemps, je vous la mets ici où j'en parle notamment des comportements de creusage. Hop, le petit coup de pub, c'est fait. Je simplifie clairement un peu, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment peut fonctionner ce type de comportement collectif qui paraissent si bien faits, si bien organisés et réfléchis par la colonie, alors que pas du tout. Un autre comportement incroyable qu'on peut observer sur ces routes, et pas des moindres, on a des petites ouvrières qui vont parfois s'installer en fait sur les feuilles que d'autres plus grosses ouvrières transportent. Elles sont là, elles se font transporter sur d'autres feuilles comme des grosses flemmardes. Pourtant, il n'en est mais absolument rien du tout. Et ce que les chercheurs ont trouvé là-dessus, c'est assez incroyable. Dans leur milieu naturel, les fourrageuses, elles font face à de nombreux dangers pour aller chercher ces feuilles-là. Mais l'un de ces pires dangers, c'est Apocephalus atophyllus, une mouche parasite qui pond ses œufs dans la tête des fourrageuses. La larve va alors se développer dans la tête de l'ouvrière et je vous laisse imaginer le sort sinistre de cette dernière. Oui, elle se fait dévorer le cerveau pour ceux du fond. Ces petites ouvrières sur ces feuilles sont là en fait pour protéger leur sœur de ce parasite. Non mais stop, ça devient trop mignon, on fait une pause. En fait, elles sont pas là comme des grosses feignantes, elles sont là pour chasser les mouches parasites. Pire encore, ou mieux, je sais pas, je sais plus, les fourmis transporteuses qui se font attaquer ont un moyen d'appeler leur petite sœur, dans le sens littéral du terme, puisqu'elles sont très souvent plus petites, pour que ces dernières les défendent. Elles frottent en fait leurs pattes arrière contre une excroissance de leur abdomen pour émettre une sorte de stridulation, j'imagine, signifiant en langage fourmi « à l'aide, on va me pondre dans le cerveau, c'est pas cool ». Ou un truc dans le style, je parle pas à la fourmi, désolé. C'est vraiment incroyable de se dire que des comportements comme ça ont été sélectionnés pour se défendre face à une mouche parasite et que des petites ouvrières vont servir de tapette à mouche pour défendre leur sœur. On se remet de nos émotions, je sais, ces fourmis sont incroyables, c'est fou, OMG. Calmez-vous, il nous reste encore beaucoup de choses à voir, notamment toute la partie nid à aller observer. Bon, et alors une fois au nid, qu'est-ce qui se passe? Ici, on va vraiment voir les fourmis redescendre de la corde et ramener les feuilles au nid vers le champignon mère ici. Très bientôt, là ça fait que 2 jours, donc les fourmis n'ont pas encore eu le temps de construire un champignon là, mais elles sont déjà en train de le reconstruire.
les fourrageuses vont ramener donc ces feuilles-là dans des chambres de stockage où d'autres ouvrières, souvent plus petites, vont s'occuper de découper les feuilles en plus petits bouts, entre 1 et 2 mm de diamètre. Et des ouvrières encore plus petites vont ensuite mâchouiller ces morceaux pour en faire des petites boulettes qu'elles vont imprégner d'un liquide fécal qui va servir en fait d'engrais et qui va rendre le substrat assez acide pour le champignon. Je vous emmène voir ça tout de suite. Donc là, on est vraiment devant le champignon mère et c'est ici qu'on va voir des ouvrières. Tiens, bah là j'en vois une juste ici, là. On voit vraiment des ouvrières beaucoup plus petites qui vont aller choper les petits bouts de feuilles, les désagréger, on va dire, en plus petits bouts pour ensuite le donner à nourrir au champignon et lui donner son engrais afin de le faire pousser. Et là d'ailleurs on voit sur le dessus du champignon qu'il est beaucoup plus foncé et on va vraiment voir ces petites boulettes vertes se faire désintégrer par le champignon. Trop intéressant. Ces petites boulettes vertes qu'on peut voir, elles vont servir de terreau ou de compost pour le champignon. Ici, on va pouvoir aussi voir d'autres minimes, donc vraiment les fourmis les plus petites, qui vont aller planter les spores du champignon sur ce nouvel engrais et qui vont s'assurer en fait que le champignon pousse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire au chaud, à l'humidité, assez bien aéré quand même. On appelle ces ouvrières-là les jardinières. En fait, si ce champignon a cette forme un peu d'éponge ou de corail, comme vous préférez, c'est grâce à elles qui sont constamment en train de s'assurer que le champignon va bien. Dans la nature, en fait, tout ce champignon-là, ça va être une seule salle, donc une champignonnière, qui va être dans la terre et où des cheminées de terre vont venir aérer le champignon. Donc on va pouvoir voir des cheminées qui ressortent de terre et qui sont constamment modifiées pour assurer des bons échanges gazeux parce que ce champignon, lui, va produire un paquet de méthane et de dioxyde de carbone et qu'il a besoin d'un apport d'oxygène pour pouvoir manger les plantes que les fourmis lui apportent. Bon, là, effectivement, c'est un comportement qu'on ne pourra pas observer dans des conditions d'élevage. Un autre truc qu'on peut remarquer, c'est que les fourmis, elles sont constamment en train de le nettoyer, ce champignon, pour enlever notamment tout ce qui est spores indigènes ou bien d'autres champignons qui pourraient nuire à celui-ci. Encore plus fou, elles ont même des glandes antioxydantes sous le thorax pour éviter les attaques de bactéries et autres parasites. Et en parlant de parasites, et là je crois qu'on va finir là-dessus, les fourmis jardinières ont un grand ennemi juré. Encore, oui, je sais. Cet ennemi, c'est un champignon et il s'appelle Escovopsis. Il y a un champignon qui est parasite du champignon symbiotique des Atta, qui s'appelle Escovopsis. C'est un champignon qui est présent directement dans les spores de champignons de base. Ouais. C'est pour ça que tu l'as eu en boutique. Ouais, il s'est développé une fois et c'est vraiment étonnant parce que ça forme des espèces de petits amas de champignons. C'est un champignon qui va être dur contrairement aux champignons qu'on a ici. Et en fait, du coup, on a dû prendre l'intégralité du champignon, enlever la cuve et ponctionner les petits champignons donc parasites. Wesh. Escovopsis donc est un champignon symbiotique de notre champignon de fourmi. Mais cette fois-ci, non, ce n'est pas du mutualisme, mais du parasitisme. Ce champignon a lui aussi coévolué avec ce duo d'enfer et il ne peut vivre qu'en se développant sur le champignon des fourmis. Les fourmis, elles se sont donc adaptées à leur tour aux nouveaux champignons parasites et les fourmis jardinières, en fait, elles vont abriter dans les recoins de leur cuticule des souches bactériennes qui, devinez quoi, oui, je pense que vous l'avez, elles ont coévolué avec les fourmis depuis à nouveau des millions d'années. Et ces souches, elles sont transmises de mère en fille, encore une fois, et ça devient plus très original maintenant, vous connaissez la chanson. Effectivement, elles vivent bien en symbiose avec leurs souches bactériennes, on peut même observer parfois de la poudre blanche sur certaines fourmis. Et bien c'est ça, c'est tout ce complexe antibiotique finalement des fourmis qui sont faites notamment pour se défendre de ce champignon-là, Escovopsis. Encore une fois, l'homme n'a rien inventé, mais pareil, on l'a déjà dit. Alors évidemment, c'est pas si simple de lutter contre ce champignon, il suffit pas juste d'avoir ces petites bactéries dans leur cuticule. Certaines colonies se font bouffer, d'autres arrivent à lutter et c'est assez complexe. Il y a certainement plein de facteurs qui rentrent en jeu. Cependant, les fourmis ont quand même une deuxième technique de lutte qui, elle, est comportementale.
Cette fois-ci, ça concerne les vieilles ouvrières. En fait, lorsqu'elles vont détecter des pathogènes qui peuvent potentiellement infecter toute la colonie, comme un spore d'Escovopsis par exemple, les vieux individus vont aller ingérer le spore ou bien entrer en contact avec lui pour le déposer dans des salles de détritus. Ces fourmis, elles vont à ce moment-là arrêter d'interagir avec les autres membres de la colonie et elles vont se transformer en véritables fourmis éboueuses jusqu'à leur mort. Elles vont donc vraiment manger les spores du champignon, les ingérer ou bien les déplacer jusqu'à ces salles, dans ces poubelles de contaminants. C'est un peu triste, mais ça permet de ne pas gaspiller, entre guillemets, des nouvelles ouvrières qui, elles, ont coûté cher à produire et qui peuvent encore servir longtemps à la colonie. Les amis, c'était le deuxième et dernier épisode sur les ASTA. J'espère que vous avez apprécié ce contenu qui change un peu d'habitude, cette immersion dans la civilisation des ATA Sex Dance, et que vous savez désormais plein de choses sur elles. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé autant de temps sur l'écriture d'une vidéo. Le sujet, il est passionnant, il est riche en informations. Il y a énormément d'articles, énormément de sujets de la biologie évolutive que ces fourmis en fait représentent. Donc c'est vraiment trop intéressant. Heureusement, j'ai quand même pu aller chercher aussi des infos dans des livres et des forums pour condenser un peu et pour m'aider. Franchement, ces fourmis, on pourrait en parler pendant des heures. Et il y a encore vraiment plein d'autres choses qu'on ne sait pas à leur sujet ou qu'on ne sait pas encore. C'est un modèle biologique de fou. D'ailleurs, si vous êtes étudiant en biologie, je vous conseille vraiment d'aller voir la littérature à leur sujet, puisqu'elle recouvre vraiment plein de choses liées à l'évolution. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, j'ai mis des sources en description. Évidemment, on remercie Fourmis Bio. Si les fourmis vous intéressent, allez sur leur site, c'est bien fait. Ils se plient en 4 pour assurer un service tout en restant pédagogique et éthique, ce qui est dans le domaine de la myrmécologie assez rare parfois. Donc allez checker ça. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage. Je vous en dis pas plus. À la prochaine fois. Ciao. Tada, fin de tournage.